Ceci est un livre audio autogénéré par Google. À mes parents, ma famille. Remerciements au directeur de thèse, Baudouin de Charneux. Le logicien Belabès, le juriste Jiriri, Lamine Sassan, les lecteurs Deluit, Culot, Paluski. Introduction. Ce travail de réflexion porte sur les phénomènes contextuels qui menacent l'avenir même de la civilisation moderne. C'est dans l'histoire de la tourmente euro-arabe qu'il faut en chercher les prémices. Son extension mondiale trouve ses sources dans les interactions, prépondérantes et de nature diverse, entre l'Europe et la région arabe. Ces rapports, qui remontent à des temps immémoriaux, ont installé une complémentarité aux multiples aspects, dont les plus bénéfiques résultent d'un transfert de données à travers les âges. S'inspirant du savoir grec antique, les penseurs arabes ont légué au patrimoine universel leurs propres théories. Les rapports, devenus indéfectibles entre les deux mondes, ont favorisé l'expansion des religions monothéistes. Toutes trois révélées au Proche-Orient, elles ont fini par générer les idéologies qui régissent actuellement le monde. Indépendamment des formidables apports réciproques, les rapports entre les civilisations qui ont émergé de part et d'autre de la Méditerranée révèlent une étrange symétrie. Chaque phase d'expansion d'un côté coïncide quasiment en face avec une époque de décadence. Le sujet central de notre réflexion prend part dans une contrée s'identifiant par la langue qui véhicule le message islamique. Après 3 siècles de splendeur, cette région a sombré dans la tourmente millénaire. 6 points permettent d'en saisir les tenants et aboutissants. Une croissance catalysée par une rationalité compatible avec un islam. Le transfert de cette raison vers l'Europe, via le royaume chrétien de Palestine dès le XIe siècle et par l'Andalousie musulmane jusqu'au XVe siècle, amorcera l'idéologie de progrès. Une longue stagnation, le monde arabe étant féodalisé à partir du Xe siècle. Une balkanisation coloniale, début du XXe siècle, qui répartit les facteurs de crise dans chacun des États arabes émergents. Une discorde nationaliste interarabe qui renforce ce morcellement géographique. Une répression qui perpétue l'immobilisme hérité du passé et accentue la misère. Un contexte de conflits religieux, culturels et linguistiques qui menace de provoquer l'implosion de certains États en domaine, gérés à distance par des intérêts étrangers. Les impacts du cheminement arabe, empêtrés dans l'engrenage millénaire, atteignent peu à peu l'Occident. Ils s'apprêtent à y défier le capitalisme triomphant, voire menacer les fondements du progrès. L'évolution de ce nouvel engrenage dépend surtout de l'exploitation du pétrole. Les incidences des prochaines pénuries, pourtant prévisibles, sont incalculables. Ce constat devrait inciter les stratèges industriels à élaborer des prospectives destinées à préserver les futures générations du marasme. De plus, l'investissement massif dans des sources d'énergie renouvelables éviterait le recours par certaines puissances à des moyens extrêmes pour s'approprier des zones pétrolifères. Il réduirait l'exploitation de zones abritant les principaux gisements, et rendrait aussi inutile une confrontation entre puissances industrielles. Dégagée des velléités, une véritable coopération pourrait enfin s'amorcer entre les peuples. Les prolongements de cette tourmente seraient essentiellement liés à 3 étapes. La coopération, entreprise au siècle dernier entre l'Orient sous-développé et l'Occident industrialisé, se trouve menacée par la surenchère protectionniste et sécuritaire visant à installer des pouvoirs populistes en Europe. L'épuisement des réserves en pétrole pourrait entraîner les puissances industrielles vers des confrontations d'envergure au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les tensions liées à paupérisation des sociétés occidentales installeraient durablement un contexte de rejet mutuel entre autochtones et communautés de cultures différentes. Cela mènerait, à terme, vers l'émergence de pouvoirs autoritaires en Occident. L'histoire d'une alternance hégémonique euro-arabe permet de préfigurer l'engrenage. Le monde hellénique, en expansion au 5e siècle avant Jésus-Christ, et l'Empire romain, à son apogée en 117 de notre ère, imposent leur hégémonie au Moyen-Orient. Le siècle de guerre punique oppose, dès 264 avant Jésus-Christ, Rome à Carthage, ancienne colonie proche-orientale phénicienne se disputant la suprématie militaire et économique dans la Méditerranée. Au terme de ces conflits, Rome parvient à écraser Carthage puis se lance vers sa glorieuse destinée. La fin de l'époque romaine précipite l'Europe dans une période de déclin,
égrené d'invasions et accentué par la régression économique des empires mérovingiens et carolingiens. En face, s'amorce au 7e siècle un formidable essor économique sous l'impulsion de l'avènement islamique. Au 8e siècle, l'Orient est à son apogée quand l'Europe s'enfonce dans la féodalité et les guerres internes. La puissance arabe porte ses conquêtes vers le sud européen, notamment dans la péninsule ibérique qui demeure arabe durant de longs siècles. Au Maghreb, en 948, une dynastie d'origine kabyle, basée en Tunisie, s'empare de la Sicile. Le siècle suivant, l'empire berbère almohade, installé en Andalousie dès 1150, lance une expédition dans la péninsule ibérique contre les royaumes chrétiens du Nord. Par ailleurs, l'arrivée massive des Arabes en Andalousie affirme la nouvelle identité du sud espagnol. Au Xe siècle, l'expansion des buyides iraniens interrompt la confrontation euro-arabe directe. Elle reprendra par l'entremise de puissances turques, les Seldjoukides au XIe et les Ottomans au XVe siècle. Partis d'Asie centrale, les Seldjoukides dominent la région. En Palestine, ils verrouillent l'accès au tombeau de Jésus, incitant les puissances chrétiennes à mener des expéditions dans le cadre d'une guerre sainte contre l'infidèle. L'édification d'un royaume de Jérusalem permet d'ouvrir les marchés proches orientaux. Les noyaux de production, ainsi générés, sont alimentés par les activités commerciales établies avec le vieux continent. La croissance de ces noyaux, au détriment du féodalisme, amorce la fin du déclin européen. En 1187, Jérusalem est reprise par Saladin. En 1212, peu après l'effondrement du royaume de Jérusalem, la Reconquista chrétienne, qui progressait depuis 5 siècles dans la péninsule espagnole, prend Cordoue en 1236 puis Séville en 1248. Seul subsiste le royaume de Grenade, qui connaît encore 2 siècles de splendeur. Au XVIe siècle, démarre dans le monde arabe l'autre confrontation entre Turcs et Européens. L'Empire ottoman, fondé 2 siècles auparavant par une dynastie d'origine turkmène, est édifié en Anatolie occidentale sur les ruines des Seldjoukides. En 1453, Constantinople, soumise, devient siège du nouvel empire turc. Cet événement scelle la fin de l'Empire romain d'Orient. Entre-temps, la victoire de la Reconquista en Andalousie, 1492, sonne le glas de la présence arabe en Europe. Elle coïncide avec 2 événements majeurs: la vertigineuse croissance européenne et l'expansionnisme militaire ottoman. Reprise aux Arabes, la péninsule espagnole devient une base de départ pour les voyages vers le Nouveau Monde. C'est le début de l'époque moderne et des fameuses explorations, dont la découverte de l'Amérique. L'Empire ottoman entreprend la conquête du monde arabo-musulman, dont il prend le contrôle en 1516. Il avance dans les Balkans mais échoue, en 1529, dans son siège de Vienne, choc le plus occidental des affrontements jamais tenus entre des armées chrétiennes et musulmanes. Cette victoire stoppe les Ottomans, au grand soulagement de l'Europe. La croissance phénoménale de l'Occident contraste avec le déclin économique de l'Orient. À travers l'époque coloniale, le vieux continent se débarrasse de la perpétuelle rivalité face à la région voisine. C'est le point culminant d'une symétrie entre 2 parcours. Le monde arabe passe sous tutelle directe de l'Europe conquérante. En marge de l'antagonisme, l'Europe du XIXe siècle exerce un attrait positif sur un monde arabe réceptif aux idées de la Renaissance et des Lumières. Mais ce processus de nivellement par le progrès sombre dans une époque coloniale. Réciproquement, l'histoire arabe a généré en Occident les conditions propices aux phénomènes sociaux marquants. Outre les savoirs récupérés durant les croisades et la Reconquista, l'ensemble des doctrines religieuses actuelles découle des croyances monothéistes révélées au Proche-Orient. Les idéologies d'obédience diverses, islamistes, évangélistes, baptistes, pentecôtistes, ont surpassé les idées culturelles et politiques. Nombre de ces mouvances ont surchargé le contenu idéologique du message religieux initial, certaines allant jusqu'à évoquer une idée de terreur au cœur de l'Occident. L'illustration la plus récente est l'attaque du 11 septembre 2001 sur New York, prélude aux invasions anglo-américaines du Moyen-Orient. On en retient une certitude: la croissance économique et les avancées technologiques, s'ils ne sont pas complétés d'une véritable conscience, dégradent la dimension humaniste du progrès. Le pétrole arabe est un facteur insidieux de la problématique. Au sein d'un monde porteur de valeurs progressistes, l'or noir est le vecteur d'une incroyable stagnation des consciences.
La passivité face aux dégradations de l'environnement et l'absence d'engagement clair dans la voie des énergies renouvelables mettent en péril les prochaines générations. Les repères essentiels dont on dispose actuellement résident dans la richesse économique, source de confort et de démocratie. Cette conscience est appelée à évoluer sous l'impact des défis futurs. Dans les prochaines décennies, les menaces énergétiques pourraient bien reléguer le progrès au registre de l'exploitation effrénée. On ne pourrait alors que regretter, à travers les dégâts irréversibles occasionnés par le capitalisme sauvage, la corrélation entre le progrès matériel et les valeurs prônées au siècle des Lumières. Depuis sa genèse, le capitalisme fonctionne à travers le profit immédiat, via une prospection à outrance des ressources naturelles. Ce système n'est pas conçu pour prévenir efficacement les crises périodiques. La récession due au tarissement des énergies fossiles sera certainement l'une des plus graves de l'histoire contemporaine. Elle s'amorcerait à l'annonce des premières pénuries de carburant. En s'emparant des acquis du progrès, le parcours industriel aura donc entraîné les sociétés modernes vers leur faillite. Les États-Unis, qui ont disposé leur échiquier autour des gisements, présence massive de leur armée dans le golfe arabo-persique et aux abords des champs pétrolifères d'Arabie et d'Irak, parviennent à anticiper la crise. La Chine et la Russie, en concurrentes directes, ne tarderont pas à afficher leurs objectifs. Quant à l'Union européenne, tiraillée entre les puissances qui la composent, elle n'a pas encore pris la mesure des défis qui, à terme, devraient redéfinir les rapports entre les alliés occidentaux eux-mêmes. Depuis des années, les puissances industrielles disposent largement des moyens nécessaires au développement d'énergies inépuisables. Leur obstination à spéculer sur le combustible fossile, surexploité et géographiquement concentré, risque d'aboutir à une lutte d'envergure au Moyen-Orient. La piste envisageable pour anticiper cette échéance mène au même constat: le remplacement des hydrocarbures utilisés comme carburant. La pollution, responsable du réchauffement planétaire, et les conflits entre certaines puissances économiques pour l'appropriation de gisements résiduels sont des raisons suffisantes pour se porter résolument vers l'exploitation des énergies inépuisables. En regard de l'immobilisme capitaliste face aux perspectives d'avenir, il faudrait des dizaines d'années pour réaliser, à grande échelle, la conversion des usines. Une réaction salutaire permettrait non seulement à l'Occident d'éviter le marasme, mais aussi d'améliorer ses rapports avec les autres continents. D'autant qu'il porte une lourde responsabilité dans les dégâts causés par l'accès soudain à la démocratisation, dans le monde arabe. Sa complaisance sur les décennies de dictature y a installé une grande misère, terreau de l'islamisme. Les pressions que la communauté internationale aurait dû exercer sur ces régimes devaient inciter au démantèlement du mode de production hérité du passé féodal. Le pouvoir dont disposait le monde libre post-colonial, pour forcer les dictatures à améliorer les conditions de vie, aurait été porteur du véritable message humaniste. La liberté d'expression n'est réellement productive que dans un contexte de redistribution des richesses. Dans un autre cas de figure, toute garantie de stabilité ne serait qu'illusoire. Sans le démantèlement du système économique qui pèse sur la plupart des pays arabes, les avantages liés à la démocratisation apparaissent éphémères. Par ailleurs, une ouverture aux libertés sans réformes économiques profondes peut aussi engendrer une anarchie propice à l'aggravation de l'engrenage arabe. Ce n'est qu'ensuite qu'une authentique démocratie peut se mettre graduellement en place. Complétant cette étape, le remplacement du combustible actuel par des énergies propres instaurerait une ère nouvelle. Les nouveaux rapports, définitivement délestés du clientélisme lié au mode de production féodal, donneraient, en fin de compte, au monde arabe le répit nécessaire pour entamer une sortie de crise millénaire. Ces derniers temps, la confiance en l'idée de nation s'est sérieusement érodée, au profit de cohésions plus profondes telles que le communautarisme et la cohésion tribale. Aucun État arabe n'est désormais à l'abri d'une implosion en communauté, en tribu, voire en clan au service d'intérêts étrangers, comme l'illustre déjà le contexte irakien et libyen. Un échec du printemps arabe se répercuterait inévitablement sur la stabilité nationale. L'éventualité d'un chaos pour les nouvelles démocraties ouvrirait la voie aux politico-religieux, qui auraient alors le loisir de présider aux destinées du monde arabe.
Quoi qu'il en soit, il est urgent d'élaborer un projet économique digne de ce nom. Le système démocratique que nous préconisons s'appuierait précisément sur la cohésion familiale, tribale et clanique. À contresens de leur pouvoir de morcellement régional, ces liens ancestraux peuvent cimenter le processus de démocratisation. Ils conféreraient alors aux populations arabes une réelle aptitude à gérer efficacement leurs sociétés respectives. Le monde arabe se réapproprierait une idée de progrès. L'amélioration des conditions de vie entraînerait, incidemment, une diminution sensible de l'émigration vers l'Occident, ce qui permettrait d'en soulager les sociétés. Époque d'essor arabe. La région arabe avant l'avènement de l'islam. Le monde arabe a jadis été le siège de diverses civilisations, dont certaines ont profondément marqué le bassin méditerranéen. La Grèce antique a bénéficié de leur savoir dès le IIIe millénaire avant Jésus-Christ. En 3300, les cités sumériennes, situées en Irak, lui lèguent les concepts de loi et de gouvernement, l'utilisation de la roue à des fins de transport et le système astronomique. En 3000, l'Égypte fournit ses éléments de philosophie, de technique, de médecine et de théologie. Vers 1300, la Phénicie, actuelle Liban, lui transmet l'alphabet. C'est cette dernière qui entretiendra les rapports les plus conflictuels avec l'Europe. Au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, les explorateurs phéniciens installent de multiples escas et bases portuaires, puis établissent de comptoirs sur les deux rives de la Méditerranée. Ceux-ci aboutissent à l'édification d'une civilisation, concurrente de la Grèce et qui, par la suite, s'avérera être la plus redoutable rivale qu'aura eu à affronter l'Empire romain. Au début du IXe siècle avant Jésus-Christ, d'importants contingents partis de Tyr et Sidon, villes du sud-Liban, s'installent dans le golfe bordant Tunis, où est fondée Carthage. Celle-ci prend l'ascendant sur les autres cités phéniciennes de Méditerranée. Parmi ces comptoirs établis sur les rivages du Maghreb et d'Europe méridionale, dont la Sicile, certains deviennent de véritables colonies, notamment à Chypre, en Crète et en Cilicie. Un demi-millénaire après avoir disputé aux Grecs la domination de la Méditerranée, Carthage affronte Rome. Dès 264 avant Jésus-Christ, les deux puissances HE accent aigu GE accent aigu monique se livrent un siècle de guerre pour une suprématie dans la Méditerranée. Au terme de ces conflits dévastateurs, Rome parvient à écraser Carthage, avant d'imposer sa puissance au Proche-Orient et à l'Afrique du Nord, entièrement romanisée dès le 1er siècle de notre ère. En Europe, l'influence romaine se traduit par la latinisation et la christianisation des sociétés. L'impact de la civilisation arabo-islamique sera encore plus retentissant. Dès son émergence au 7e siècle, elle bouscule les hégémonies byzantines, Empire romain d'Orient et perse. Cette nouvelle puissance, par son expansion fulgurante, balaie les effets de la romanisation. Elle va jusqu'à diluer, dans une même ethnie arabe, l'ensemble des cultures et langues issues de diverses civilisations, au sein d'une région allant de la Mésopotamie aux régions berbères d'Afrique du Nord. La civilisation arabe. Identité culturelle, linguistique et religieuse. Dans la région arabe, l'identité se définit globalement selon 5 appartenances. Moins religieuse, conférée par la civilisation islamique. Moins ethnique arabe. Moins nationale, définie par les tracés coloniaux. Moins confessionnelle, linguistique et culturelle d'autochtones préservant leur caractère. Moins tribale et clanique, cohésion très ancienne et profondément ancrée. Outre cette classification, on distingue les spécificités sous-régionales. Moins au Moyen-Orient, initialement porte-drapeau des conquêtes arabo-islamiques. Il est confronté à certaines tensions religieuses. Moins au Maghreb, où les obédiences islamiques sont plus uniformisées, les tensions linguistiques et culturelles peuvent jouer un rôle déstabilisateur. Moins certains États de sous-région présentent une régression de l'identité nationale au profit de la cohésion communautaire, tribale ou clanique. Avènement de l'islam. La civilisation islamique, qui débute au 7e siècle, est l'occasion pour les tribus arabes de réaliser leur expansion au détriment d'autres civilisations. La confrontation millénaire entre l'Orient et l'Europe peut alors se poursuivre. L'extension de l'identité arabe, sur le plan linguistique et culturel, et le cadre islamique, à vocation universaliste,
sont liés à l'avènement d'une croyance qui révolutionne les valeurs. Les principes d'égalité, de solidarité et de justice sociale prônés par cette religion assurent dès 622 l'unité et l'expansion d'une communauté de croyants, Oumma, animée par la loi coranique. La conquête des civilisations environnantes permet à l'islam et à son vecteur linguistique de s'étendre à des contrées de plus en plus lointaines. Deux facteurs facilitent la propension d'une poignée de guerriers, partis du désert, à constituer rapidement une puissante armée. Le premier est religieux. L'islam, par la simplicité de son discours, se répand avec une aisance particulière. Le second relève du contexte. Les peuples du Proche-Orient, en rébellion contre les empires qui les dominent saluent en libérateurs ces envahisseurs attentifs aux débordements, aux persécutions et aux conversions forcées. 3. Au Maghreb, l'assimilation peine à s'imposer aux Berbères, dans une région où persistent des places fortes byzantines. En 682, au Maroc, les Byzantins soutiennent la résistance autochtone et réoccupent Carthage. Les Arabes passent à la vitesse supérieure et début 8e, soumettent l'ensemble du Maghreb. Si l'islamisation du pays semble bel et bien s'achever, la conquête de l'ancienne Carthage illustre les aléas de la conversion et de l'arabisation. Elle exige, à elle seule, 3 expéditions réparties sur un quart-siècle. Une civilisation, jusque-là confinée dans une péninsule, se répand en Orient. Diffusé en arabe, le message religieux s'accompagne d'une refonte des civilisations environnantes. Les peuples situés dans la zone comprise entre l'Atlas et la Mésopotamie se mettent à s'exprimer, à l'instar des péninsulaires, dans cette langue cousine de l'hébreu et de l'araméen. Longtemps minoritaires, les conquérants se contentent de diffuser l'islam en langue arabe. Ce manque d'enracinement fissure, çà et là, leur autorité dans la société civile. On note aussi, dans certaines dynasties, le rôle des mercenaires, enrôlés par souci d'expansion. La dynastie aïoubide, voire plus loin, achète une armée de soldats esclaves, les Mamelouks, qui par la suite, se révoltent pour s'emparer du pouvoir et ériger sa propre dynastie. Les conquêtes ne bouleversent pas la vie des populations, hormis l'instauration de l'identité arabo-islamique. Le statut des chrétiens et des juifs, qui continuent à jouir de leur liberté de culte et de leur organisation interne, se réduit à celui de protégés. Et à ce titre, un impôt du dhimmi doit être payé 4. Parmi les peuples conquis, les Iraniens et Turcs, islamisés mais non arabisés, vont se réapproprier leurs spécificités au sein d'une nation. En revanche, les Berbères au Maghreb, les Tcherkesses, les Kurdes en Irak et en Syrie deviennent minoritaires dans leur propre pays. Les Araméens de Syrie et les Assyriens d'Irak sont quant à eux, doublement minoritaires, ni arabes ni musulmans. Enfin, les citoyens de confession chrétienne ou juive sont arabisés sans être musulmans. Il convient de différencier entre arabité et arabisme. L'arabité regroupe un ensemble de gens ayant vécu durant des siècles sur le sol arabe et partageant au-delà d'une langue et d'une culture, une vision équivalente du monde. Son rapport non conflictuel avec l'islam est ancré au souvenir vivace de la civilisation arabo-islamique. C'est pourquoi la distinction entre arabité et islamité s'est longtemps éclipsée, plaçant la première dans le cadre générique d'une appartenance islamique. L'arabisme est plutôt un critère politique, sur lequel des mouvements nationalistes s'appuient au XIXe siècle. Leurs fondateurs, invoquant l'héritage historique, culturel et linguistique commun, prônent une appartenance pluriconfessionnelle à la société arabe. Les frictions, entre tenants de l'arabité et minorités culturelles et linguistiques, sont amorcées sous l'impact de facteurs spécifiques aux sous-régions arabes. Au Moyen-Orient, ces conflits se tiennent sur fond d'idéologie politique, tandis qu'au Maghreb, c'est l'accélération de l'arabisation post-coloniale qui génère une tension 6 encore d'actualité 7. Henri Laurens insiste, pour sa part, sur l'identité tribale, en référence au mode de vie des premiers Arabes de la péninsule arabique 8. Nous reviendrons sur cette cohésion ancestrale qui relie les membres d'une même entité. Les principales civilisations arabes islamiques. 2 dynasties de califes arabes marquent les premiers siècles islamiques. Moins l'empire omeyyade, purement arabe, gouverne le monde musulman de 661 à 750. Moins les 5 siècles abbassides, au cours desquels le caractère arabe commence à se diluer dans la diversité des peuples composant l'empire. Les Omeyyades, capitale Damas.
À une époque antérieure à l'islam, la tribu de Quraysh, localité située aux abords de la Mecque, est le siège d'une rivalité qui remonte à un personnage dénommé Ibn Qusay. Il est le père à la fois du clan des Hachim, dont est issu Mahomet, et du clan des Omeyyades IX. La rivalité dégénère quand, dans un contexte de paganisme, les Hachim soutiennent l'avènement de l'islam. Les deux camps s'affrontent à la bataille de Badr, durant laquelle les Omeyyades perdent plusieurs de leurs principaux chefs. Malgré une bataille de revanche, un an plus tard sur le mont Oued près de Médine, le clan rival embrasse finalement l'islam à la Mecque, conquise par les musulmans. En 632, la mort du prophète, chef absolu sur les plans à la fois religieux, politiques et militaires, impose de choisir un successeur. Son ami Abou Bakr, qui n'avait appartenu à aucun des clans rivaux, est immédiatement pressenti. Ces années de règne permettent à l'islam de convertir la totalité de la péninsule et de poursuivre la conquête vers le nord. Avant de mourir, il désigne Omar qui, durant ces 10 années de califat, jette les bases de l'empire islamique. 3 éléments ralentissent déjà l'expansion arabe: conquête moins ambitieuse, troubles intérieurs liés au népotisme et confrontation aux puissances byzantines et franques. L'empire subit ces turbulences sous le règne des 3e et 4e califes. Othman concède des territoires pour honorer des alliés, entraînant la sécession de provinces entières. Les premiers schismes religieux surviennent durant le califat d'Ali. 2 scissions religieuses vont effectivement peser sur l'histoire de l'islam. À la mort du 3e calife, c'est le gendre de Mahomet, Ali, qui est désigné. Moawiya, gouverneur de Syrie et autrefois membre radical des Omeyyades, conteste le bien-fondé de cette désignation et se fait aussi proclamer calife. Les tensions sont telles qu'en 657, leurs armées s'affrontent. Ali, qui se dirige vers une victoire décisive, accepte un arbitrage qui le mènera à sa perte. Une partie de ses fidèles se rebelle contre l'arbitrage consenti si près de la victoire. Les Kharégites, ceux qui sont sortis, dénommés tels par leur désertion, assassinent leur chef avant de fuir vers l'Afrique. La scission qui s'ensuit sera suivie d'événements générant la seconde division de l'islam. Suite à la mort d'Ali, Moawiya inaugure la dynastie des califes omeyyades qui règne durant un siècle sur un empire structuré autour de Damas. Des mesures économiques, politiques et sociales sont entreprises, ainsi qu'un processus institutionnel, poursuivi sous les Abbassides, de sécularisation. Par voie de décret, la séparation des pouvoirs entre sphères religieuses et étatiques instaure une distinction de prérogatives entre imams et califes, aboutissant à une forme de laïcité. Ces démarches, limitées sur le plan théorique et institutionnel, n'ont pu représenter un courant porteur de principes en mesure d'aboutir à une véritable sécularisation. Outre son faste, l'époque omeyyade est celle de l'expansion, au détriment de civilisations plus anciennes, perses, grecques, romaines, byzantines, indiennes. La priorité, qui est d'asseoir le pouvoir politique et religieux, encourage aussi la recherche scientifique. Celle-ci s'amorce fin du 7e siècle et se développe sensiblement au siècle suivant. Sur le plan des conquêtes, les musulmans s'imposent en Perse. Sur le front byzantin, ils échouent devant Constantinople, mais finissent par se rendre maîtres d'une partie de l'Asie. Au Maghreb, ils exploitent la bravoure des Berbères pour conquérir l'Espagne tenue par les Wisigoths. Après avoir conquis la totalité de la côte africaine sous contrôle byzantin, Moussa ibn Nozaïr, général de l'Empire omeyyade et gouverneur d'Afrique du Nord, veut déboucher sur la péninsule ibérique. Le comte Julien, gouverneur byzantin de la ville de Ceuta, en querelle contre Rodrigue, roi wisigoth, met ses navires à la disposition de Moussa ibn Nozaïr. Ce dernier envoie Tariq ibn Ziyad et ses troupes berbères sur le mont Gibraltar, nom dérivé de Jabal Tariq, montagne de Tariq. Malgré un net désavantage numérique, ce général opte pour l'affrontement direct. Sa victoire est favorisée par la trahison de nobles, devenus hostiles à Rodrigue, soupçonné d'assassinat sur l'ancien monarque wisigoth, Witiza, qui avait régné de 702 à 71 010. La bataille a lieu près de la ville de Cadix en 711. Les 2 fils de Witiza, qui commandent les ailes de l'armée espagnole, trahissent Rodrigue. Les nobles étaient persuadés que l'unique but de Tariq est de piller la région. Or ce dernier profite de sa victoire pour poursuivre la conquête. L'avancée des troupes musulmanes est renforcée par le soutien rencontré dans le petit peuple et au sein de la population juive, longtemps opprimée par les Wisigoths.
Non loin de Malaga, Archidona est prise sans peine. Elvira est confiée à des troupes conjointes judéo-musulmanes. Quant à Cordoue, elle est livrée à Tariq par un berger qui lui indique une brèche d'où l'armée conquérante peut facilement entrer. Les nobles font valoir leur trahison contre Rodrigue et obtiennent des domaines. Tolède, que gouvernera un frère de Witiza, est conquise avec l'aide des Juifs de la cité 11. Moussa ibn Nozaïr redoute la popularité de son général. Ayant appris que ce dernier n'avait pas pris toutes les villes, il passe en 712 le détroit de Gibraltar à la tête de 18 000 soldats arabes. Sur sa lancée, il prend Médina Sidonia et Carmona puis, après des mois de siège, s'empare de Séville, la plus grande ville du pays. Il rejoint enfin Tariq à Tolède. Le reste de la péninsule, à l'exception de quelques provinces du nord, est facilement conquis. L'intérêt des Espagnols en est fait de se soumettre, afin d'obtenir des traités avantageux car en tentant de se défendre, ils perdaient tous leurs biens. Après une brève période d'anarchie et de violence auxquelles se livrent les envahisseurs, le gouvernement arabe réprime les exactions et remet de l'ordre, laissant aux vaincus leurs lois et leurs juges. Chrétiens et juifs conservent la liberté de pratiquer leur religion, moyennant tribut. Ils conservent aussi, globalement, la plupart de leurs biens tout en payant un impôt à l'État. Les femmes, les enfants, les moines, les handicapés, les malades, les mendiants et les esclaves en sont toutefois exemptés. Il en va de même pour toute personne convertie à l'islam. Enfin, la conquête améliore la condition des classes serviles. Opprimés durant le règne des rois wisigoths, les esclaves et les serfs voient leur sort s'améliorer et jouissent d'une certaine liberté de cultiver la terre douce. L'avancée des armées arabes est stoppée à Poitiers, en 732 par le franc Charles Martel. En 759, Narbonne est reprise par Pépin le Bref et les musulmans chassés de la Gaule. L'arrêt de la conquête musulmane relève par ailleurs, aussi de l'insurrection berbère au Maghreb. L'époque précédant cette fin d'expansion est marquée par une rupture dans l'islam. La paix se fissure en 680, dès la prise de pouvoir de Yazid, désigné par son père Moawiya juste avant sa mort. Il est confronté aux troubles attisés par les opposants à la succession héréditaire. La contestation est soutenue par le fils cadet d'Ali, feu le troisième calife, Al-Hussein, qui avec ses partisans est massacré par la puissante armée du gouverneur omeyyade à Kerbala, dans le sud de l'Irak. Cet événement achève la fitna, rupture, entre le sunnisme 13, obédience principale de l'islam, et les chiites, partisans d'Ali, amorçant ainsi l'engrenage sectaire. L'accession au califat d'Abd al-Malik, en 685, remet un peu d'ordre à l'Empire, mais ne peut empêcher l'effondrement des Omeyyades sous l'impact de la contestation issue du Khorasan, Afghanistan actuel. Ce mouvement, amorcé 30 ans plus tôt, se popularise en s'adressant à la fois aux Arabes et aux Mawalis, autochtones convertis mais restés non-arabes et de ce fait considérés comme citoyens de seconde zone. Abou Muslim, ancien esclave perse, peut ainsi recruter de nombreux mécontents prêts à l'action. Il suscite les troubles au nom des Hachim XIV. Fort du grondement populaire, il fait mouvement vers Bagdad où le dernier calife omeyyade est déposé. Le pouvoir est confié à Abou al-Abbas, descendant de l'oncle du prophète, qui transfère la capitale de l'empire vers Bagdad. Les derniers dignitaires omeyyades se replient sur Cordoue 15, où une armée s'était constituée, dès les rumeurs en provenance de Damas sur le renversement par les Abbassides. Cet événement aboutit à une émancipation de la péninsule espagnole. Abd al-Rahman, petit-fils du dernier calife omeyyade, se réfugie en Afrique du Nord parmi les tribus berbères dont est issue sa mère. Il parvient à s'assurer la loyauté locale et à s'emparer de Cordoue, en 756, où il se proclame émir d'une dynastie indépendante. Ce califat génère des idées novatrices, dans un contexte d'harmonie sociétale resté exemplaire dans l'histoire. Malgré le choix imposé aux chrétiens et aux juifs, entre acquittement d'un impôt et conversion à l'islam, la tolérance transmise par l'Andalousie musulmane demeure un modèle de dialogue interculturel et interreligieux. Un apport historique inestimable, légué sur le sol européen, par les représentants de la région voisine. Son idée de respect mutuel s'insère dans la complémentarité entre les deux mondes. S'inspirant des civilisations précédentes, les savants arabes des trois religions établissent des théories qui seront longtemps enseignées dans les universités européennes. Elles représentent, au-delà de l'histoire chaotique du monde arabe,
une somme de savoir dédiée au patrimoine intellectuel. En conciliant rationalisme, seize et religion, ces penseurs atteignent l'étape ultime d'une percée vers l'idée de progrès en terre d'islam. Ils lèguent à la postérité ce qui, de nos jours, est jugé propre au monde occidental, une idéologie de progrès égarée dans les méandres de l'histoire arabe. On en retient une grande compatibilité entre islam et rationalité. La splendeur du califat de Cordoue brille entre les 8e et 13e siècles XVII. Sa chute survient en 1031, au terme d'une guerre civile qui éclate l'Andalousie en 15 royaumes indépendants. Pour contrer la Reconquista qui se rapproche inexorablement, ces entités en appellent aux Almoravides 18. Ces derniers en profitent pour occuper Cordoue et Séville, contraignant plusieurs royaumes arabes à demander protection aux rois catholiques du Nord en échange de rétrocessions territoriales. Cela n'empêche pas les Almoravides d'étendre leur emprise à la péninsule, avant de céder la relève à l'Empire almohade 19, qui s'en rend maître au XIe et XIIe siècle. Les Abbassides, capitale Bagdad. Cet empire, sur lequel ont régné 37 califes, connaît un rayonnement quasi universel et de grands échanges avec l'Europe. Ses dirigeants se refusent à porter l'obédience chiite au pouvoir, lui préférant le sunnisme dominant. S'appuyant sur les populations environnantes, ils amorcent la fin du monopole arabe sur l'empire. Les Perses, déjà majoritaires dans l'armée khorassanienne 20, font nommer leurs fonctionnaires au plus haut poste des institutions et parviennent à faire s'épanouir leur propre culture, demeurée discrète sous les Omeyyades. Entre-temps, l'avancée de l'Empire ralentit après l'ultime victoire sur l'armée chinoise à Tala, 751. Au fil des conquêtes, l'expansion se heurte à des puissances structurées, byzantines et franques, qui se renforcent encore face à l'avancée musulmane. À la mort du premier calife abbasside Abou al-Abbas, son frère Al-Mansur est désigné pour lui succéder. Sous son règne, la montée du facteur extérieur mènera l'empire vers son apogée. Effectivement, dans la nouvelle phase de la civilisation islamique, l'élément non-arabe s'avère déterminant pour l'acquisition de nouveaux savoirs. Un grand nombre de penseurs évoluant à Bagdad provient de contrées voisines et de plus, les manuscrits trouvés dans les territoires conquis sont bien exploités. En particulier ceux des centres culturels byzantins, issus du monde hellénistique, qui permettent une diffusion rapide de la culture grecque au sein de l'Empire. Pour l'emplacement de la nouvelle capitale de l'Oumma, Al-Mansur choisit une bourgade arabe proche de l'ancienne Perse. Cette proximité influe sur la croissance de la région. Avec l'aide de talents étrangers qui avaient fait défaut à la dynastie omeyyade, restée rivée à l'identité arabe, Bagdad est édifiée par des milliers d'artisans issus de tout l'Empire. Cette capitale abritera plus d'1 million d'habitants, de diverses origines et religions. Les Mawalis, musulmans non arabisés et ayant souffert des privilèges accordés aux Arabes, s'engouffrent dans la brèche ainsi ouverte pour assumer progressivement le pouvoir. Leur pleine collaboration permet à Bagdad de dépasser Cordoue dans le brassage culturel. De son côté, le calife Al-Mansur entend passer le relève à son fils Haroun al-Rachid 21 et à son petit-fils, Al-Mamoun. Ce dernier, soucieux de surpasser d'autres grandes capitales en splendeur, fait rassembler les savoirs antiques, disponibles dans l'Empire ou empruntés à l'Inde et à la Chine. Cette masse d'informations est exploitée grâce au talent des traducteurs réunis par Al-Mamoun, qui va développer le centre culturel légué par son père, la Maison de la Sagesse, Bayt al-Hikma. Il y crée une bibliothèque d'ouvrages universels 22, imprimés via des techniques empruntées aux inventeurs chinois 23. 3 niveaux du savoir vont s'épanouir. La traduction et la structuration des manuscrits produits aux époques précédentes. L'attention portée au progrès des civilisations chinoises et indiennes. La contribution des talents étrangers et des gens du livre qui, malgré leur statut de dhimmi, s'investissent pleinement au rayonnement de la civilisation islamique. Les savants de Bayt al-Hikma examinent les connaissances de leur temps et établissant 2 certitudes. L'islam prône la réflexion, la révélation favorise la recherche de vérité. Al-Mamoun se donne les moyens politiques et économiques de poursuivre cette voie. Son centre culturel, outil à portée universaliste, permet à la culture grecque d'opérer son retour en Occident 24. La langue arabe devient une référence en véhiculant la masse de données, traduite par les savants européens dès le Xe siècle. Le vieux continent récupère son propre héritage, étayé par les études médiévales.
L'universalisme de la pensée rationnelle est en route. Soulignons le rôle du religieux dans l'acquisition du savoir arabe. À l'époque, la croissance économique, l'idée de progrès et le rayonnement sont encouragés par le principe religieux, qui porte l'action novatrice du croyant dans un cadre divin, donc favorable à l'acquisition du savoir. Le tronc commun de la réflexion et de la révélation génère un contexte de recherche scientifique. Il établit une corrélation entre raison et acte de l'individu convaincu de respecter sa foi, par la conversion de l'idée en action. Cet islam rationalisant s'accommode d'une certaine idée de prédestination par la causalité. Je réussis ce que j'entreprends avec l'aide de Dieu car j'ai la foi. Ces critères illustrent le contraste entre la genèse conflictuelle de la laïcité française et l'apport islamique, favorable à la rationalisation arabe. L'idée d'une laïcité musulmane existe bel et bien. Nous examinerons la tentative avortée de Bonaparte d'implanter sa conception dans le monde arabe. Acquisition du savoir et idée de progrès. La philosophie arabo-islamique 25 occupe, dans l'évolution de la liberté intellectuelle, un rôle considérable. Prenant ses distances avec la religion, elle parvient à devenir un courant de pensée indépendant 26 tandis que la culture anté-islamique, exploitée par les musulmans de la première heure, est rebattue en Jahiliya, le temps de l'ignorance. Dans l'Empire, la bureaucratie, profondément réformée, génère deux corps clairs. D'une part les théologiens traditionalistes, garants d'une identité religieuse islamique. De l'autre, les philosophes, au rôle de conseillers. Le souverain Al-Mamoun prend résolument le parti des esprits libres, portés à éclairer et à répercuter ses idées. Ils vont dès lors dominer son règne. Au IXe siècle, émergent de nouvelles théories sur une compatibilité entre le divin et la spéculation philosophique. Al-Farabi compte parmi les figures les plus pertinentes de cette pensée rationaliste. Comparant l'ordre et l'unité de la cité à ceux de l'univers, il associe dans une même vérité la philosophie et la religion. La première explique et démontre la seconde. L'éducation intègre des valeurs, des connaissances et des aptitudes pratiques préparant à viser la perfection, puisque l'être humain aurait été créé dans ce but. Dans un registre comparable, Al-Kindi, auteur de 270 traités scientifiques, ne voit pas de contradiction entre la science révélée aux prophètes et les sciences humaines. Outre le savoir laissé par les civilisations qui ont dominé le Moyen-Orient, celui des peuples conquis permet d'enrichir les bases théoriques, selon les avancées de l'époque. Une culture scientifique se développe par l'exploitation des sciences étrangères, que les Omeyyades puis les Abbassides développent intensivement. Les 2 siècles suivants permettent à des savants arabes de renommée mondiale de marquer le monde des connaissances. Les méthodes développées dans les centres culturels, inaugurés en leur temps par le calife Haroun al-Rachid, font émerger des générations de chercheurs traditionnellement représentés par un sage, le hakim, s'efforçant de pratiquer une synthèse de toutes les sciences, médecine, littérature, poésie, astronomie, mathématiques. À Bagdad, les penseurs n'ont rien à envier au rayonnement culturel de Cordoue car ils acquièrent très vite une renommée mondiale. La Maison de la Sagesse était déjà un centre de référence où avaient convergé, dès le Xe siècle, les savants et traducteurs européens avides de théories les plus pertinentes. Le début du XIIe siècle sera une autre période importante pour des penseurs occidentaux en quête de référence chez leurs pairs musulmans. À Tolède, devenue musulmane en 711, puis reprise par les chrétiens 4 siècles plus tard, le savoir européen prend son envol. Cette ville devient un centre de recherche particulièrement riche en échanges intellectuels. Les ouvrages de référence y sont consultés par les savants de tous horizons, assistés de leurs traducteurs. De là s'inspire l'essentiel des notions enseignées dans les universités européennes, jusqu'à la Renaissance. Parmi les œuvres réalisées à Bagdad, les plus sollicitées sont celles d'Avicenne Ibn Sina. Philosophe et scientifique d'origine persane, ses travaux sont riches en diverses matières, dont des ouvrages médicaux enseignés jusqu'au XVIIe siècle. Parmi ses devanciers immédiats, on trouve un autre rationaliste et commentateur du philosophe grec Aristote, Al-Farabi, né à la fin du IXe siècle dans l'actuel Ouzbékistan. Développement de la critique intellectuelle et émergence de l'école mutazilite. Entre le 7e et le 13e siècle, durant ce qu'on appelle le Tura,
Héritage culturel de la période dite classique de l'histoire musulmane, une pensée rationaliste se met en place. Un esprit critique se développe chez des penseurs chrétiens, juifs et musulmans de langue arabe. Dominique Urvois mentionne ces attitudes aux visées très diverses. Né d'un rassemblement hétéroclite d'interrogations sur le monde religieux, le travail de ces auteurs se répartit sur 5 siècles, correspondant à peu près au califat abbasside. Abordant des problématiques inédites, ils aboutissent à des découvertes que l'on pensait propres à l'Occident moderne. 2 strates se distinguent dans leur analyse. L'une aborde tout critère par son contraire. Elle se situe dans la polémique d'opposants systématiques et dénigreurs impénitents, tels qu'Ibn al-Riwandi dans l'islam ou Yahweh dans le judaïsme. L'autre représente un large éventail de réflexions théologiques et de remise en question d'idées reçues 27. 2 visions divergentes du monde s'opposent, en une lutte longtemps indécise. Les tenants du libre arbitre concevant le monde à travers la raison humaine et les adeptes de la dominante religieuse, favorables au rapport exclusif entre l'homme et le divin. En émerge le kalam, parole, branche de réflexion dialectique associant théologie et méthodologie de l'interprétation. Le développement du kalam génère la première école rationaliste de l'islam, la Mu'tazila 28. Son fondateur Wassil ibn Atta, originaire de Médine, gagne le sud de l'Irak au début du 8e siècle pour suivre les enseignements de divers maîtres 29. Sa propre école se développe sous la bienveillance du calife al-Mamoun et de 2 de ses successeurs qui, en cette époque de rationalisation extrême, s'entourent de conseillers issus de ce mouvement. C'est ainsi qu'au début du 9e siècle, en plein apogée arabe, la Mu'tazila est propulsée dans l'histoire. Ses principes sont imposés rigoureusement, en tant que dogme de la religion. Les branches principales de cette école, à Bagdad et Bassora, sont à l'origine de ramifications parfois assez divergentes. Sur le plan théorique, la philosophie mu'tazilite tente à établir par l'observation de la nature, de sa cohérence et de l'homogénéité de ses rapports, une corrélation entre raison et existence de Dieu. Elle relie le principe du libre arbitre, énonçant que l'être humain est seul responsable de ses actes, et le principe de justice, selon lequel l'homme s'interdit les actions réprouvées par Dieu, puisque l'homme admet le pouvoir de l'Éternel à récompenser ou infliger le châtiment. Les attributs divins sont niés car inutiles, car Dieu est réputé infaillible. Cette école rationaliste née dans la religion musulmane aurait pu représenter, malgré ses dérives dogmatiques, l'étape préliminaire d'un courant d'idées compatible avec les formes premières de laïcité. Plusieurs penseurs de renom s'y sont liés, dont Al-Farabi et Al-Kindi, pionniers de la rationalité arabe. L'instauration de fondements dogmatiques liés à cette dialectique mène ce mouvement vers sa perte. La négation de l'anthropomorphisme est en particulier perçue comme défigurant l'image de l'islam et tout l'imaginaire eschatologique musulman. L'autre erreur a été de compromettre l'omniscience divine. Il s'ensuit une ère de restriction qui stoppe l'esprit d'initiative. D'intenses débats opposaient cette école aux Acharites 30, favorables à l'idée de prédestination 31. Avec la fin de l'école rationaliste, cette confrontation tourne court. Elle aboutit à la disparition de toute conception liée à la raison. La vision dominée par la prédestination a désormais les mains libres pour invalider toute corrélation entre foi religieuse et recherche scientifique. Quant à la liberté de penser, qui évoluait en l'absence de contraintes, elle est arrêtée par l'instauration d'un critère d'interdiction à l'esprit d'innovation, bida. L'idée de progrès se désagrège dans la longue phase de décadence arabe, faisant de la splendeur une rime à son premier déclin. En examinant de manière globale le non-aboutissement des facteurs de progrès médiévaux, on constate qu'ils s'insèrent dans la même problématique. Les phases successives de dominations étrangères ne sont certainement pas le fruit du hasard. Les guerres fratricides avaient fragilisé l'Empire à une époque de splendeur, facilitant d'autant l'intrusion des puissances étrangères. Par conséquent, la disparité des circonstances perpétuant la logique d'échec relève d'une corrélation entre des facteurs internes et étrangers à la région arabe. Tandis que le vieux continent, fort de bases théoriques puisées en Andalousie et en Palestine, entame sa phase de reconquête spirituelle, s'affermit le déclin inexorable pour les Arabes, incapables de tirer parti de l'essor économique initial. Au-delà de cette exploitation optimale de données scientifiques et philosophiques, le principe d'échange à travers les âges se vérifie.
L'Europe, par les théories enseignées dans ses universités, porte au rang de savants universels certains penseurs arabes médiévaux, oubliés dans leur propre dédale historique. Le chiisme et les écoles orthodoxes sunnites. Tandis qu'en Europe, les guerres religieuses semblent bien révolues, le monde musulman continue de subir l'impact des schismes, dans une logique incontrôlée de désagrégation. Ce constat est surtout évident au Moyen-Orient, siège de luttes récurrentes. Au Liban, dans les années 1970 à 80, une guerre civile implique les 17 églises locales, dont des factions musulmanes plus ou moins rivales. Une décennie plus tard, l'Irak devient le siège d'attentats confessionnels, tandis que des insurrections chiites déstabilisent d'autres pays du Golfe, du Yémen à Bahreïn. On peut s'interroger sur les circonstances qui ont amené les adeptes du chiisme à se distinguer de la ligne orthodoxe. Après tout, il n'y a pas de différence fondamentale dans la pratique religieuse et dans les préceptes, entre ce courant et les 4 écoles sunnites 32. Même les divergences des sources de référence pour la jurisprudence sont équivalentes aux différences existant entre les 4 écoles de l'obédience dominante. En réalité, le clivage s'est creusé sur le plan politique. Le caractère partisan, signification du mot shia, du chiisme s'était amorcé avec la non-désignation d'Ali, neveu et gendre du défunt prophète, en tant que premier calife de l'Oumma. Le nombre de fidèles mécontents s'est ensuite élargi avec la mort d'Al-Hussein, fils d'Ali, et de ses partisans, tués à Kerbela par l'armée du gouverneur Omeyyad ibn Ziyad. Cet événement marque le point de non-retour, une profonde divergence entre les 2 principaux courants de l'islam. Il confère à la dissidence sa tournure définitive, illustrée par la notion d'imama. Ali est pour ses partisans imam avant d'être calife. Par la suite, le chiisme sera fondé sur l'héritage attribué au petit-fils d'Al-Hussein, guide de la communauté qualifiée d'imam, à distinguer des imams menant la prière à la mosquée. Ces adeptes attendent la venue d'un Messie, le Mahdi, censé établir la justice sur le monde. Une autre différence fondamentale avec le sunnisme, où on ne distingue pas d'intermédiaire entre le croyant et son Dieu, est l'instauration d'une hiérarchie cléricale. Elle est ostensible en Iran où, depuis le XVIe siècle, s'est structuré un appareil clérical autonome. École doctrinale sunnite. Le sunnisme, obédience musulmane principale, englobe 80% de la communauté des croyants. En l'absence de clergé, la signification des textes religieux est restituée par des savants ou lamas. Ceux-ci se répartissent en diverses écoles d'interprétation reconnues 33. Le Coran et le Hadith 34 sont censés apporter une réponse à toute interrogation des croyants. Malgré tout, les courants musulmans ont fini par générer une multitude d'écoles musulmanes, aux principes doctrinaux spécifiques, madhaïbs, balisant le comportement de chacun tant sur le plan individuel que relationnel. Il y a eu jusqu'à 10 écoles juridiques dans l'islam, sans parler du recours par de nombreux ulamas et juristes à l'effort personnel de réflexion, ijtihad, pour interpréter les textes fondateurs de l'islam. Il faut aussi ajouter les écoles chiites et le kharégisme 35. De nos jours, seules 4 grandes écoles d'obédience sunnite sont reconnues, le hanafisme, le malékisme 36, le chafiisme et le hanbalisme, à l'origine du wahhabisme, idéologie rigoriste saoudienne. Elles représentent le fiqh, jurisprudence islamique établissant les limites à ne pas dépasser par le musulman. Historiquement, le premier rite de l'islam sunnite est le courant hanafite qui compte aussi le plus grand nombre de fidèles, en particulier au Moyen-Orient. Son fondateur Abu Hanifa, 700 à 767, a conçu ces dogmes comme les moins traditionnalistes des doctrines sunnites, car n'ayant retenu comme référence de la Sunna, seconde source législative de l'islam après le Coran, que 17 hadiths sur les 900 000 rapportés 37. Le courant malékite, surtout présent en Afrique du Nord, est le 3e rite sunnite par nombre d'adeptes. Il doit son origine à Malik ibn Anas, 712 à 796, contemporain d'Abu Hanifa. Les pratiques religieuses des Sahabis 38 sont prises en compte si elles ne contredisent pas un hadith. Les autres sources sont le Coran, la Sunna et l'Ijma, l'opinion unanime, qui prédomine sur l'avis des compagnons et disciples du prophète sur un point non mentionné dans une des sources précédentes 39. Le rite chafiite est celui des 200 millions d'Indonésiens, ce qui en fait le 2e rite en nombre de fidèles. Al-Shafi'i est le premier théoricien fondamentaliste islamique.
Ses sources du droit sont principalement le Coran et le Hadith. Il réfute le raisonnement personnel sans profonde connaissance du Coran et de la Sunna. C'est pourquoi, contrairement aux doctrines hanafites et malékites, son rite ne prend pas en compte l'ijtihad. L'autre rite fondamentaliste, Hanbalite, puise son essence dans la doctrine d'Ibn Hanbal, 781 à 856, qui refuse tout recours à l'effort personnel, y compris dans le cadre du Coran et de la Sunna. Opposé à l'école rationaliste Mutazilite, il institutionnalise le dogme de la prédestination et de l'incréation du Coran. Ses fidèles habitent surtout en Arabie saoudite 40 où l'idéologie wahhabite, qui découle de ce rite, est intégrée à l'actuelle dynastie régnante. Ibn Hanbal dit préférer un imam injuste à la fitna, discorde et à l'anarchie. Autrement dit, la désobéissance à l'autorité est légitime si le gouvernant s'écarte ouvertement de l'islam 41. Au XXe siècle, l'idéologie religieuse wahhabite, ayant hérité de la richesse pétrolière, favorise l'essor du hanbalisme et amplifie son impact à travers le monde musulman. École doctrinale du chiisme. Le chiisme est autrement plus divisé que le sunnisme. Outre les obédiences alaouites, druzes et ismaéliennes, on trouve le zaïdisme 42 et l'alévisme 43. Ils se différencient entre eux par le nombre de descendants d'Ali, neveu et gendre de Mahomet, et de Fatima, fille du prophète. La majorité des chiites sont duodécimains, car ils suivent les préceptes de 12 imams de cette descendance. Deux doctrines principales du chiisme se distinguent dès le 8e siècle. L'une est l'école ja'afarite, fondée par le 6e imam, Ja'afar al-Sadiq. Sa jurisprudence ne diverge des 4 écoles sunnites. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.